Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et comme ça a été convenu et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec son Excellence Michel Rambaud, ancien ambassadeur de France dans un grand nombre de pays. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation ce jour, un dimanche surtout. C'est un bonheur pour nous d'avoir une personnalité influente comme vous, de nous expliquer, de nous donner des appréciations, des décryptages par rapport à ce que nous vivons, comme vous le savez, comme on a échangé ensemble. Les musulmans sont considérés des coupables, mais aussi des victimes. Et c'est une situation très difficile à vivre. Et nous traitons depuis un certain temps le dossier de l'islam de France. Ma première question, monsieur l'ambassadeur, vous avez été pendant de longues années ambassadeur de France au Moyen-Orient, ce qui fait de vous un fin connaisseur du monde arabo-musulman. Dans cette optique, comment expliquez-vous ce basculement presque soudain dans la violence djihadiste qui semble n'avoir épargné aucune région du monde? Et comment expliquez-vous que le discours des organisations telles que Al-Qaïda, Daesh, parvient à séduire la jeunesse musulmane? Oui, mais écoutez, d'abord une précision. J'ai été pendant de longues années diplomate notamment dans le monde arabe, dans le monde arabo-musulman. J'ai pas été ambassadeur tout le temps. J'étais ambassadeur dans 3 pays, mais j'ai servi dans beaucoup de pays de la région, à la fois dans le monde arabe, dans le monde arabo-musulman. J'étais ambassadeur également. J'ai servi également au Brésil et sur le continent africain, dans d'autres pays. Bon, en ce qui concerne dans le basculement de la violence djihadiste, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a eu un basculement presque soudain dans la violence djihadiste, parce que la violence, y compris dans le monde arabe et dans le monde arabo-musulman, elle dure quand même depuis un moment. Ça dépend si vous appelez soudain, parce qu'il y a de la violence depuis fort longtemps, depuis au moins 1990, qui sont liés à tous les bouleversements qu'a connu le monde arabe après la fin de la guerre froide. Du moins, c'est ma position. Celle que je pense, donc les ennuis du monde arabo-musulman, ne sont pas forcément des violences ou des événements ou des bouleversements qui sont internes et qui sont liés à des problèmes uniquement internes. C'est lié également à des ingérences extérieures, notamment des ingérences occidentales, qui sont instrumentalisées également avec l'appui de certains mouvements extrémistes. Ensuite, je pense que la violence djihadiste, comme on dit, je crois que c'est un peu une tradition de certains mouvements, des mouvements extrémistes, ou certains mouvements. Je pense que je ne veux pas m'engager trop loin dans cette voie, mais je crois que dans ce qu'on appelle l'islam, bien évidemment quand je parlerai ici de l'islam, l'islamisme, c'est l'islam politique, ça va, il ne s'agit pas de la religion. Mais effectivement, je pense que dans l'islam politique, ce qu'on appelle l'islam politique sont certains courants de l'islam politique, notamment je pense aux frères musulmans. Je crois qu'il y a toujours eu, depuis leur création, il y a plus d'un siècle, il y a toujours eu 2 visages un peu. Il y a un visage un peu souriant et légaliste, qui disent que si on peut parvenir au pouvoir par des élections ou par voie normale et démocratique, bien on le sait. Et puis il y a un courant, ça c'est en temps normal, et puis en temps de persécution, il y a un visage clandestin qui est beaucoup plus violent, qui n'hésite pas à recourir à la violence. Je crois que c'est ce qui s'est manifesté dans les événements qui ont été violents, effectivement, dans les 25 dernières années, depuis 1990. Ça fait 27 ans que la guerre froide est finie. Ça fait 27 ans qu'il y a finalement une offensive particulièrement violente
des partis, des tendances néoconservatrices qui sont au pouvoir en Occident et en Amérique, et qui utilisent certains mouvements extrémistes musulmans pour parvenir à leurs fins. Et c'est ce qui explique, de mon point de vue, la déstabilisation de temps et temps d'États arabes et musulmans depuis 1990, depuis l'Irak, le Soudan, la Somalie, l'Afghanistan, le Liban, la Libye, la Tunisie, l'Égypte, etc. Et tout ce qu'on appelle la séquence des printemps arabes. Mais les printemps arabes, je pense, ce n'est pas une séquence, isolée, c'est une séquence seulement un épisode qui est plus voyant et plus compact que les autres dans une longue série de mouvements de déstabilisation. Il y a des protestations internes, etc. Puis il y a des ingérences étrangères. Et comme vous dites, le discours des organisations telles qu'Al-Qaïda et Daesh parvient à séduire la jeunesse musulmane. Je pense qu'il y a des causes certainement. C'est probablement un effet dire que la jeunesse a toujours besoin d'idéaux, mais qui ne sont pas forcément violents, Dieu merci. Mais je crois que c'est peut-être des fois par manque d'espérance dans d'autres solutions, quoi. Il y a un certain échec, je pense, de tout, par exemple, ce qu'on a appelé le mouvement national arabe. Il y a un échec, sans doute, il y a un échec peut-être de beaucoup de solutions politiques dans les pays arabes et les pays musulmans. Et bien, après, il y a des organisations extrémistes, plus extrémistes que les autres, et qui recourent volontiers à la violence, comme Daesh et Al-Qaïda, qui vont réussir à séduire la jeunesse. La jeunesse, finalement, c'est pas seulement parmi les musulmans, mais je crois que souvent, la jeunesse qui est plus facilement séduite qu'à d'autres tranches d'âge par les solutions violentes et radicales, parce que ça, disons, plus efficace. Ce qui n'est pas vrai, puisque la violence n'attire que la violence, que le désolation et le désordre et les crimes et la destruction. Mais néanmoins, c'est une illusion de la jeunesse, et je crois que c'est assez sensible, c'est vrai, aux solutions violentes. Quelquefois, c'est pas seulement vrai parmi les musulmans, mais en tout cas, Al-Qaïda et Daesh, ça fait partie je dirais, de ces organisations qui font appel au djihad, la guerre sainte, etc. Ça semble être le comble de l'islamisme, alors que ça en est une déviation, une déviance, je dirais, très malheureuse. Voilà. Il faut préciser à notre auditoire que M. Michel Rambaud est ancien ambassadeur de France, professeur et conférencier. Son intérêt se porte plus particulièrement sur les problématiques du monde arabo-musulman, de l'Afrique, région sur lesquelles il a accumulé une expertise fondée sur des expériences de terrain. Auteur de divers ouvrages, Le Soudan dans tous ses états, édition Catala, si je ne me trompe pas, en 2012. Les relations internationales, en édition Ellipsis en 2015. Tempête sur le Grand Moyen-Orient, Ellipse 2015, première édition. Et après, il y avait une deuxième édition en 2017. Contribution à diverses revues, à plusieurs ouvrages collectifs. Excellence, la Totale de Barcelone, encore un de plus, malheureusement, a pointé à nouveau les faiblesses d'un système qui semble avoir atteint ses limites. Comment expliquez-vous cet état de choses malgré les accords de coordination intra-pays qui existent depuis un bon moment déjà? Écoutez, je pense qu'on voit ce qui est arrivé à Barcelone, c'est également une version, entre autres, de ce qui est arrivé à Paris, de ce qui est arrivé à Londres, de ce qui arrive dans beaucoup d'États européens actuellement. Autrement dit, je pense que ce sont souvent des ressortissants du pays même, ils ne viennent pas de l'étranger, mais on dit qu'ils ont des connexions avec l'étranger, mais enfin ce sont souvent des produits de la société des pays concernés, qui se réclament de l'islam, mais qui ont recours à la violence pour, soi-disant, pour défendre une cause. Mais je crois que c'est du terrorisme pur. Je pense que quand on se réclame, les gens qui se réclament de Daesh, à la limite, n'ont pas besoin d'être mandatés par Daesh. Je crois, j'ai lu quelque part, que dans la stratégie, les consignes, du moins, pas les consignes, mais que finalement, il n'y a pas besoin d'être mandaté par Daesh pour organiser un attentat. Il suffit de faire l'attentat, peu importe ce qu'on appelle l'attentat et quel est son modus operandi, mais qu'après, on reste réclamé de Daesh, ça suffit pour en faire un attentat de Daesh. Alors je crois qu'en plus, toute la publicité qu'on donne à tous ces attentats a un effet de diffusion. Bien évidemment, si on en parlait beaucoup moins, je pense qu'il y aurait moins d'effet de contagion. Mais là, comme on sait que le moindre attentat dans les pays d'Occident, entre autres, est monté en épingle, eh bien, ça fait de la publicité. Et je crois que ça donne des idées
justement à la jeunesse, des gens qui n'y auraient peut-être jamais pensé, et ça leur donne des idées quant à la façon d'opérer. Par exemple, le système des véhicules qui sont lancés dans la foule, le premier qui a eu cette idée-là, pas pensé, mais enfin, ça a donné des idées à plein de monde, parce que c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. De conduire une voiture et puis de foncer dans les passants, c'est facile comme tout. Ça fait beaucoup d'effets, ça fait faire beaucoup de morts. Et puis c'est un attentat. Ça ne veut pas dire que c'est pas un attentat, c'est un attentat. Excellence, s'il vous plaît, Excellence, vous êtes en train d'évoquer deux éléments de taille qui sont d'actualité maintenant. Vous avez évoqué comme quoi, tout simplement, presque la quasi-totalité de ces djihadistes, j'ose dire, d'appeler djihadistes, puisque vous avez bien précisé comme quoi on parle d'attentats, mais par contre, vous avez évoqué comme quoi ce sont des enfants des pays européens, soit des Espagnols, soit des Français, soit des Belges, soit autres. Comment ça se fait cette campagne médiatique que, par exemple, touche les pays d'origine, qui fait mal beaucoup à tout un peuple, en mettant en première ligne, parce que, je crois que vous avez vu, tout le monde en parle, et on va essayer de développer ça dans la deuxième intervention avec M. Michael Kirtley, c'est que tout simplement, on vise avec le doigt, puisque ce sont d'origine marocaine, ce sont des Marocains, puisque ce sont d'origine algérienne, ce sont des Algériens. Et on oublie de se faire regarder sur une vitre, et ils disent, il y a un problème qui existe chez nous déjà ici, et qu'il faut la régler ici, avant d'y aller plus loin. Je crois, écoutez, d'après ce que je vois quand même, on fait de moins en moins cette référence. Effectivement, on peut encore dire sont d'origine maghrébine, ou d'origine ceci, ou d'origine cela, voire d'origine syrienne, ou ainsi de suite. Mais enfin, de plus en plus, il y a quand même de nombreux journalistes et de nombreux commentateurs quand même soulignent le fait que, en réalité, il s'agit de gens, de fils d'enfants de la société, d'origine de la société de la France, de la société française, des produits du système d'éducation, du système social français, espagnol, anglais, allemand, ou hollandais, ou n'importe quoi, ou belge. Ce sont des produits de la société. D'ailleurs, je crois bien qu'ils ne sont pas forcément tous d'origine maghrébine, sinon je crois bien qu'il y a quelquefois, il peut arriver ce sont des gens comme ils se réclament de l'islam, alors on dit qu'ils sont musulmans. Mais bon, ça n'a évidemment pas de rapport direct avec la religion, même si c'est au nom de la religion que les gens, revendiquent leurs actions de violence. Je crois que, en tout cas, c'est bien le résultat d'un défaut de fabrication dans la société qui les a produits, soit dans le système d'enseignement, dans le système social, la discrimination, etc. Mais c'est certainement pas, ça n'est pas lié en soi. C'est un peu idiot de faire les références, de ne parler que de l'origine des gens. C'est ridicule. C'est la société dont ils sont issus, c'est elle qui est responsable en grande partie. Fois les pays d'origine de ces djihadistes aussi sont responsables parce que quand même il leur est arrivé d'intervenir même dans des pays au Proche-Orient, au Moyen-Orient, dans le monde arabe, dans le monde musulman, où il y a de la violence et où il y a du djihad. Et il y a une liaison bien évidemment entre ceci et cela, entre ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient par exemple, ou bien en Afrique du Nord, ou dans le monde arabe en général, dans le monde musulman, et puis ce qui se passe dans les pays européens, bien évidemment que ce sont les deux volets d'un même phénomène. Il n'y aurait pas d'attentats en Europe, j'en suis persuadé. Disons, il n'y aurait pas tous les attentats que nous voyons ou dont nous sommes les cibles actuellement dans tous les pays d'Europe, s'il n'y avait pas, disons, à la fois les événements des printemps arabes ou des révolutions ou des soulèvements ou des mouvements divers qui ont lieu dans le monde arabe et dans le monde musulman, et avec des interventions ouvertes, souvent, disons, des pays occidentaux, des pays européens. C'est clair, ça je trouve. Donc on peut parler d'un retour, on peut parler d'un retour. Un retour de bâton, un retour de manivelle. D'accord. D'ailleurs, on parle au début, on disait, ce sont des djihadistes qui reviennent dans leur pays. S'ils reviennent dans leur pays, c'est parce qu'ils en sont partis. Message je vous remercie infiniment, Excellence, par rapport à cette réflexion qui est de taille, parce que la couverture de Jeune Afrique a fait la une et qui a créé beaucoup de remous. C'est un grand nombre de Marocains résidant ici en France, comme quoi, born in Morocco, et on met dans cette affiche un grand nombre. C'est lamentable et vous êtes en train de démontrer comme quoi. Non, puis vous savez, les stigmatisations nationales, la stigmatisation des musulmans, je trouve que c'est tout à fait pas souhaitable du tout. Et la stigmatisation nationale, même d'origine nationale, je trouve que c'est odieux également. Et donc, certainement que je pense que même d'en faire une couverture je crois qu'il y a quelque chose de déplacé et de choquant
qu'il s'agisse des Marocains ou de toute autre origine nationale. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas profiter de tous les attentats. Pour moi, c'est quand même quelque chose de très net. Il ne faut pas profiter de tous les attentats. Même si ces attentats et les djihadistes, malheureusement, se réfèrent à une forme d'islamisme politique violent, il y a l'appel de la violence, ou une guerre sainte violente, eh bien, je pense que ça ne justifie en aucune manière de stigmatiser les musulmans et l'islam en tant que tel, en tant que religion, bien évidemment. Toutes les religions ont produit des effets, disons, un peu collatéraux, des effets tels qu'on le voit, le djihad pour l'islam, ça n'est pas le corps de le mainstream, comme on dit, de l'islam qui est en cause, mais des courants politiques et, disons, qui instrumentalisent l'islam à des fins politiques, à des fins stratégiques, etc. Mais encore une fois, tous ces mouvements de djihad, de violence, ces attentats, ne sont pas spécifiquement liés à ce qui se passe. C'est lié à ce qui se passe dans le monde arabe, dans le monde musulman, mais c'est lié aussi et surtout, et c'est lié dans les pays européens, c'est parce que il y a des ingérences et des interventions des pays européens, dans les pays arabes, dans les pays musulmans, dans ce qui a été appelé, faussement à mon avis, les printemps arabes ou les révolutions arabes. Ils sont en fait pas des révolutions ou des printemps, mais des massacres, des entreprises de destruction et de démolition, puisque le plus grand résultat, c'est pas du tout des histoires de démocratisation et de droits de l'homme, mais c'est la destruction de plein d'États qui a eu lieu ou qui est en cours depuis, non pas 2011, mais depuis 1990, 1991, depuis la chute de l'Union soviétique, depuis la fin de la guerre froide, depuis que l'Occident, en fait, est resté seul au monde, seul maître du monde. Alors, cet équilibre est en train de changer maintenant, mais disons, pendant 20 ans, on a eu le moment unipolaire américain, et l'Occident a fait la loi dans le monde, se qualifiant de communauté internationale et traitant tous les autres États qui n'obéissaient pas aux injonctions du dit Occident, d'États voyous, d'États parias, et cherchant à y semer le désordre, à les morceler, à les détruire. C'est ce qui s'est passé. Je trouve que c'est ça le bilan des révolutions arabes et des printemps arabes, en tout cas, pour l'instant. Bon. Le djihad, les attentats en Europe, c'est un fruit de toutes ces interventions des pays occidentaux de façon générale. Parfait. Excellence, il me reste 3 questions, il me reste 10 minutes avec vous, si vous le permettez. Donc, on va faire la dernière question dans ce chapitre de violence. Oui. Cette violence qui touche la France en particulier, aurait-il un quelconque rapport avec la gestion du dossier de l'islam, qui, comme chacun le déplore, a toujours été un fiasco? C'est une constatation exacte. Disons que la gestion du dossier islam pose un problème à la France. Je crois qu'il y a, pour la France précisément, je ne sais pas pour d'autres pays européens, mais pour la France précisément, je crois qu'il y a un problème. La France, comme vous le savez, se réclame de la laïcité de l'État, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de la religion et de l'État. Normalement, ça doit être pour toutes les religions. Bon, au départ, la laïcité de l'État à la française n'a pas été dirigée pour régler les rapports entre l'islam et l'État français, mais pour régler les relations entre l'État français et la religion, donc pas seulement chrétienne, la religion catholique, précisément. Bon, ceci s'est rodé, on est arrivé à un statu quo, à une espèce de situation plus ou moins stable, mais d'autres religions, comme l'islam, ont fait une irruption, pas une irruption, mais sont apparues, sont développées en France. Je pense qu'en France, il y a sans doute pas très loin aux environs de 10% de la population qui est française, si j'en juge par les chiffres que l'on dit, qui sont des chiffres un peu incertains, mais enfin, en gros, ça doit être ça à l'ordre de grandeur. Ça fait un Français sur 10, ou un habitant de la France sur 10 qui est musulman, c'est quand même considérable. Et donc, ça, c'est un élément nouveau. Et l'État français, la France, je pense, comme société, comme État, comme administration, comme pouvoir politique, a du mal à gérer ceci. Parce que, disons, malheureusement, s'il y avait la laïcité de l'État, eh bien, ça voudrait dire que les musulmans, il n'y a pas ne pose pas de problème particulier. Pourquoi est-ce que la France veut gérer absolument l'islam? Par le biais d'institutions qu'elle veut, françaises, sans influence étrangère. C'est la tentation de tout État, de vouloir tout contrôler. Mais en l'occurrence, dans le cas de l'islam et de l'islam en France ou de l'islam de France, il y a évidemment une contradiction fondamentale. Ça n'est pas compatible avec la laïcité de l'État. On peut régler, disons, essayer de régler des problèmes et donner un statut à une religion comme l'islam par le biais d'organisations qui représenteraient l'islam ou les musulmans de France. Ça semble un peu antinomique avec la notion de laïcité. Ça n'existe pas pour les autres religions, ou bien pour les autres religions avec lesquelles ça existe,
eh bien, finalement, ça ne fait pas partie du régime général, je dirais. Il y a telle autorité, je crois que la communauté juive, aussi il y a des organisations, mais je suis pas sûr que finalement que ça soit un modèle à répandre. La laïcité de l'État à la française, c'est bien que les religions règlent leurs affaires et que les religions n'interfèrent pas dans le politique. Alors ça, c'est un désir d'État. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule religion dans le monde qui n'ait pas envie de faire interférer le politique et le religieux, quand ce sont des religions universalistes, bien sûr, quelles qu'elles soient. Mais en tout cas, je pense que c'est ça le problème de la France, qui n'arrive pas à trouver une voie entre l'islam, c'est-à-dire laisser tranquille, comme on dit, lâcher la grappe aux musulmans, et puis ne pas leur demander de s'excuser ou de se désolidariser de tout attentat, tout acte de violence ou tout mauvais comportement, et puis ou bien au contraire de les organiser, de les prendre en main, qui est incompatible avec la solution de laïcité de l'État. Il faut laisser la paix, disons, aux croyants. Mais en plus, d'autre part, il faut exiger effectivement des croyants, de tous les croyants quels qu'ils soient, de tous les citoyens, qu'ils respectent les lois de la République. Ça, c'est un équilibre délicat. Manifestement, la France et d'autres pays européens, et la France notamment, avec la laïcité à la française, n'a pas trouvé le bon équilibre jusqu'à présent. Elle le trouvera peut-être, parce qu'il y a une certaine volonté de trouver cet équilibre. Mais ça ne peut pas se passer dans la violence, dans le chaos et dans le désordre. Et pourquoi pas de ne pas impliquer ces franco-marocains, ces franco-algériens, ces franco-tunisiens, ces franco-maghrébins qui œuvrent sur ce dossier, l'islam de France. Oui, mais vous savez, du point de vue de la France, moi je rappelle quand même que, bien sûr, vous pouvez être franco-marocain, franco-algérien, franco-tunisien, franco-ceci, franco-cela, mais je rappelle que du point de vue de la nationalité, les gens qui sont binationaux, quand ils habitent en France, ils sont français. Justement. Alors après, ils ont de la famille, des origines, etc. S'ils vont en vacances dans leur pays d'origine, si vous êtes franco-marocain, par exemple, c'est-à-dire de binational, quand vous êtes en France, vous vivez en France, vous êtes français pour la France, et vous devez obéir aux lois françaises et respecter. Et vous ne pouvez pas exhiber votre passeport français en disant « je suis français ». Justement, marocain. Justement, Excellence, la question que je pose, c'est simplement ces compétences françaises, d'origine, bien entendu, d'origine marocaine ou algérienne ou autre, donc ce n'est pas ça la question. Oui. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas impliqués d'une manière directe si on est toujours sous l'influence de l'étranger par rapport à la gestion de ce dossier? Peut-être que... Oui, c'est ça, bon, effectivement. Qu'il y ait une influence étrangère, c'est difficile à empêcher. Mais il ne faut pas que cette influence se traduise par exemple, des appels à la violence ou des appels à ne pas respecter la loi française. C'est pas tolérable pour une société. Si vous avez des gens qui ne sont même pas binationaux souvent, mais qui se réclament d'une autre nationalité et qui viennent prêcher au nom de la religion, au nom de la religion, la désobéissance aux lois de la République française, par exemple, c'est évidemment pas acceptable pour la France. C'est ni pour aucun État. D'ailleurs. Excellence. Il me reste deux questions internationales qui sont de taille, et notamment, vu votre statut, c'est très important de le signaler, vous étiez un ancien ambassadeur de la France en Mauritanie, donc vous connaissez le Maghreb, vous connaissez les pays du Maghreb. Je souhaite avoir votre appréciation personnelle sur la situation politique et sécuritaire dans les pays du Grand Maghreb. Écoutez, la situation politique et sécuritaire du Grand Maghreb pose un problème en raison de l'actualité. Bon, le Grand Maghreb, donc je répète, c'est la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. C'est le Grand Maghreb. Alors quand on remarquera que parmi ces pays, il y en a quand même au moins deux qui ont été sérieusement, c'est moins qu'on puisse dire, déstabilisés par les épisodes récents dans le monde arabe et dans le monde arabo-musulman, à savoir la Libye qui a été détruite, où l'État n'existe plus, et la Tunisie qui essaie de ressortir du chaos, du désordre dans lequel elle a été plongée. Donc voilà, après des tentatives de déstabilisation de l'Algérie, du Maroc, et puis la Mauritanie qui est très très fragile parce qu'elle appartient à la fois au monde arabe et puis aux États du Sahel. Et je crois que les événements qui se passent dans le Sahel, eh bien c'est une conséquence de la crise de Libye. Ce sont pas des événements isolés, ce sont des événements qui sont liés à ce qu'on appelle les printemps arabes et ce qui se passe dans le monde arabe, notamment au Mali, au Niger, etc. Et la Mauritanie est partie prenante. Voilà, donc du point de vue politique, l'union politique du Grand Maghreb est difficile à maintenir. Vous avez, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous savez bien que entre l'Algérie et le Maroc, finalement, la situation n'est pas toujours idyllique. Bon,
Et puis, en toute façon, encore plus, beaucoup plus, il y a tous ces problèmes, ces déstabilisations de deux pays, de la Libye et de la Tunisie, notamment de la Libye, qui a littéralement, qui s'est propagé, disons, les effets de la situation libyenne, de la tragédie libyenne, du chaos, du désordre, qui vient de la destruction de l'État libyen, s'est propagé du point de vue de tous les trafics de drogue, d'armes, de migrants, de djihadistes, de combattants au chômage dans tout le Sahel. Et donc, ça touche le Tchad, le Niger, le Mali, etc., la Mauritanie et toute la région. Excellence, si vous le permettez, vous avez parlé comme quoi, simplement, il y a une influence certainement directe sur la crise du Sahel, sur la Mauritanie. Récemment, on a pu constater il y a un changement de la Constitution, il y a voire même un changement du drapeau en Mauritanie. Oui. Cela signifie quoi pour vous? Écoutez, le changement de drapeau, je pense que ça change, mais il faut toujours faire attention quand on change les drapeaux, parce que ça risque de poser des problèmes, j'en sais rien. Moi, je suis pas partie prenante dans cette affaire, mais je pense qu'en Mauritanie, vous savez, les islamistes sont présents depuis longtemps. Je crois que les premiers islamistes qui sont apparus en tant que tels, islamistes, dans un pays qui est musulman à 100%, quasiment, les islamistes sont apparus vers 1992-1993. Ce sont les premiers qu'on a vus à Nouakchott, par exemple, qui étaient déjà violents, puisqu'ils avaient été à l'origine d'un attentat très sanglant, donc un prêtre qui avait été très grièvement blessé dans l'église de Nouakchott, et qui a par des terroristes. On ne parlait pas de terroristes encore islamistes, mais c'était des extrémistes manifestement. C'est les premières apparitions. La Mauritanie est très très sensible, et son armée, l'armée mauritanienne, joue un grand rôle dans le maintien de la stabilité dans toute la zone. Et donc, je pense qu'il y a des problèmes internes. Les problèmes internes de la Mauritanie, c'est pas lié à des problèmes religieux. Il y avait un problème plutôt ethnique entre ce qu'on appelait les Beïvanes et les arabo-berbères, disons, mauritaniens, et puis, disons, les négro-africains. C'est-à-dire, mais tout le monde étant les trois principales ethnies, les Soniqués, etc. Et donc, je pense qu'il y avait les gens du fleuve. Mais ce sont des Mauritaniens et ils sont musulmans. La population de la Mauritanie est musulmane à 100%. Il n'y a donc pas de problème religieux. Qu'il y a un problème d'extrémisme, c'est une chose, mais c'est pas un problème religieux. C'est un problème ce facteur ne peut pas être utilisé. Par contre, le facteur ethnique peut-être, je ne sais pas. Vous savez, quand même, tous les mouvements, tous les djihadistes se recrutent pas dans les milieux favorisés. En général, du moins, c'est plutôt dans les milieux défavorisés. Et ceux qui ont un peu de désespoir social, il faut qu'ils soient poussés à faire quelque chose. Alors après, c'est pas la même situation qu'en Europe, mais néanmoins, en Mauritanie, je pense qu'il y a une situation sensible. La Mauritanie est un pays plus ouvert que fermé, et donc tout ce qui se passe dans les pays voisins ne peut qu'affecter l'instabilité interne de la Mauritanie. Parfait. Alors je ne sais pas comment ça évoluera, mais surtout la Mauritanie, comme à tous les autres pays de la région, de rester stable. Parce que le désordre et le chaos, en tout cas, c'est ce qui est arrivé à un grand nombre de pays arabes et de pays musulmans, et qui arrive encore avec une menace de destruction d'États. Il y a eu beaucoup d'États arabes et beaucoup d'États musulmans qui ont été totalement détruits, comme l'Irak, la Libye, la Syrie, le Soudan dépecé, la Somalie, l'Afghanistan, etc. Et j'en passe des meilleurs. Et voilà, déstabilisés comme l'Égypte, la Tunisie, je crois que ça suffit. Et donc, il faut être très prudent, parce que beaucoup d'autres pays sont menacés, et notamment les pays d'Afrique du Nord. Ma dernière question, Excellence, oui. Si vous le permettez, parce que ça me concerne en tant que franco-marocain, comme vous l'avez pu constater, et que l'émission est franco-marocaine aussi. Donc, comment vous voyez cette relation France-Maroc avec l'arrivée du nouveau président Macron? Écoutez, il est trop tôt pour voir venir. Le président Macron est très sensible. Il a fait, comme vous savez, il a donné une grande interview au Point, au journal Le Point, il y a une semaine. Il a fait un discours il y a quelques jours lors de la semaine des ambassadeurs, la réunion annuelle des ambassadeurs à Paris. Il s'est exprimé sur plein de problèmes. Il ne s'est pas exprimé sur le Maroc de façon particulière. Il s'est exprimé sur la région. Je pense qu'il a un certain nombre d'idées qui peuvent être bonnes, quelquefois des idées qui sont un petit peu dans tous les sens, qui sont démenties par ses ministres. Mais enfin bon, je pense qu'il faut le laisser prendre ses marques et voir comment établira sa politique. Il est très soucieux, etc., des foyers de déstabilisation créés par les situations chaotiques qui existent dans certains pays, comme en Irak, en Syrie par exemple, et puis en Libye et dans le Sahel. Il oublie parfois seulement de dire que
s'il y a cette situation chaotique, c'est suite à l'intervention étrangère. Les mouvements islamistes n'auraient jamais réussi tout seuls, lorsqu'ils n'ont pas tant qu'ils n'ont pas eu le soutien des puissances occidentales, par exemple les États-Unis, la France, l'Angleterre, et les États-Unis, bien évidemment, et puis aussi l'État d'Israël, qui a besoin finalement d'affaiblir tous les pays arabes et tous les pays musulmans, parce que ça légitime sa présence. Le découpage de plein de pays en mini-États, en mini-entités confessionnelles et ethniques, est bien sûr un argument pour la banalisation de l'État d'Israël au Proche-Orient. Donc je crois. Mais néanmoins, disons, il n'y aurait pas tous ces bouleversements, ce chaos et ce désordre dans le monde arabe, dans le monde musulman, il n'y aurait pas tous ces attentats et cette flambée de violence s'il n'y avait pas les mouvements islamistes et s'il n'y avait pas l'ingérence de l'Occident, qui attise le chaos et le désordre. Un dernier stratégie. Un dernier vœu, Excellence, et je m'adresse à un homme d'expérience, un homme qui a une richesse sur plusieurs niveaux, donc personnel, intellectuel, diplomatique, politique. Quel message vous pouvez adresser aux Marocains qui ont traversé le premier printemps arabe avec succès, et ces derniers jours, il y a un grand nombre pour déstabiliser le royaume? Quel message vous pouvez adresser par l'intermédiaire d'un homme d'expérience, un homme qui sait de quoi il s'agit, le désordre? Eh bien, écoutez, si j'avais un message à adresser aux Marocains, aux responsables et aux citoyens marocains, dans ma modeste position, mon modeste point de vue, c'est surtout qu'il ne faut surtout pas que le Maroc, pas plus qu'aucun autre pays, mon vœu, c'est que aucun pays arabe, aucun pays musulman ne se laisse déstabiliser par qui que ce soit par des nationaux, islamistes ou non islamistes, ou bien qu'ils se laissent déstabiliser par des régimes étrangers, qui viennent du Golfe ou d'ailleurs, ou bien que ce soit des pays occidentaux, qui ne cèdent à aucune tentative de déstabilisation et qu'ils résistent. Il reste un État stable pour le bonheur de ses citoyens. Ce qui est vrai pour tous les pays arabes est vrai pour le Maroc, et je l'adresse ce message. Je le souhaite vivement pour le Maroc et très sincèrement pour le Maroc, et pour tous les pays arabes et les pays musulmans, y compris pour ceux qui ont beaucoup œuvré à déstabiliser leurs voisins. Merci, je pense Excellence. notamment à tel ou tel pays. Vous devinerez à ma place. Merci, Excellence. Je crois que c'est mon souhait le plus cher. Voilà. Merci, Excellence. Merci infiniment. Et je tiens, au nom de l'ensemble du staff de l'émission Arc-en-Ciel, mais surtout de la Radio Pluriel, de vous remercier pour votre acceptation dans notre émission. Et à nouveau, bonne fête à tous les musulmans. Merci infiniment. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. À très Allez, bientôt. merci pour votre invitation. Au revoir. Merci, au revoir. merci, au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.